Nous voyons donc maintenant les médias américains, en particulier les partis contrôlés par Trump Incorporated, commencer à mobiliser et à endoctriner la population américaine pour qu'elle soutienne la guerre de changement de régime à venir. Et 60 Minutes vient de diffuser un pur reportage de propagande appelant non seulement à un changement de régime, mais suggérant même que Maduro devrait être assassiné. Donc, dans ce premier extrait, je pense que nous allons entendre deux véritables journalistes de 60 minutes. Ouais, ce sont ceux qui s'extasient sur le formidable reportage qu'ils viennent de faire à Caracas dans 60 Minutes Overtime. D'accord. Il y a trois issues possibles, d'après beaucoup de personnes à qui nous avons parlé. Premièrement, il fait ses valises et s'en va. Deuxièmement, il est arrêté, il y a une grosse prime pour sa capture, donc il pourrait être appréhendé. Et troisièmement, il peut rencontrer son créateur. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Quoi? Alors c'est ça. Un quart de 60 minutes. Le seul dénouement possible au Venezuela, le seul, c'est un changement de régime. La seule question, c'est comment. Maduro part-il volontairement? Est-il arrêté par les États-Unis ou bien est-il assassiné? Ce qui serait parfaitement acceptable, selon 60 minutes. Non, je veux dire, il dit que ce n'est pas une question de savoir si, mais quand, comme s'il avait une sorte d'information privilégiée. Ouais. Comment s'appelait ce type déjà? Je crois qu'il est cubano-américain, je ne me souviens plus, de Univision, leur correspondant vedette. Oh, quand Maduro lui a dit « Tu n'es pas journaliste ». Ouais, emporte tes ordures, George. Jorge Ramos. Jorge Ramos, ouais. Prends tes ordures, Jorge. C'était un échange légendaire avec Maduro. Il affirmait avoir été pris en otage par Maduro. Je me trouvais justement à Caracas à ce moment-là, sur le point de rentrer à Miami par un vol d'American Airlines, à l'époque où ils en avaient encore. Je monte dans l'avion et Jorge Ramos est assis au premier rang, siège 1A, en première classe. Quand nous atterrissons, je passe la douane et le voilà de l'autre côté, en train de donner une conférence de presse sur le héros qu'il prétendait être, disant que toute son équipe avait été prise en otage. Un mensonge total. Je me suis simplement approché de lui et je lui ai dit « Tu sais, tu comptes faire du vrai reportage. » Il avait tourné quelques séquences montrant une personne manifestement droguée à Caracas, fouillant dans les ordures. Et honnêtement, il y a beaucoup de pauvreté à Caracas, mais on ne voit pas de sans-abri, ni de gens fouillant les poubelles comme aux États-Unis. J'ai dit, allez-vous faire des reportages sur la Floride, où le taux de pauvreté augmente, et ainsi de suite. J'ai commencé à le mettre au défi, et j'ai demandé, avez-vous un problème avec Marco Rubio qui appelle à l'assassinat de Nicolás Maduro? Pouvez-vous le condamner maintenant? Il a refusé de le condamner. Il a dit, en fait, Marco Rubio et le vice-président Mike Pence étaient très satisfaits de ce que je faisais, et nous avons discuté de ce projet avant que je n'y aille. Il a essentiellement dit, je suis un agent du régime américain, et j'y suis allé en leur nom. Voilà donc ce que je pense que 60 Minutes faisait là-bas. Il coordonnait cela avec l'administration Trump, qui a également coordonné la vente de CBS News elle-même et de 60 Minutes aux Ellison, ainsi que la prise de contrôle par Barry Weiss. Et vous savez, les Ellison n'essaient pas d'acheter CNN. La Maison-Blanche de Trump a récemment déclaré qu'elle soutenait cette fusion. Ils ont en quelque sorte commencé à s'impliquer dans les accords médiatiques maintenant, en disant oui, et bien sûr qu'ils le font, puisque le CBS News de Barry Weiss n'est en réalité qu'une autre branche de Trump Inc. Ils reprennent la ligne de l'administration Trump, comme le montre cette propagande de changement de régime dans 60 minutes. Ce n'est pas comme si c'était un virage radical pour 60 minutes.
Ils ont toujours fait cela. Mais c'est un niveau extrême de servitude envers l'État. Par exemple, avant que Barry Weiss ne prenne les commandes, et c'est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles la vente a été conclue, CBS, comme 60 Minutes, a diffusé très tardivement un reportage sur la destruction de Gaza. Ils ont interviewé certains responsables américains qui avaient démissionné. Bien sûr, c'était beaucoup trop tard. Et ils avaient conservé des images qu'ils auraient dû montrer bien plus tôt. Mais au moins, ils ont fait quelque chose. Et cela a contribué à convaincre Shari Redstone, l'ancienne propriétaire de CBS News, de vendre aux Ellison. Oui, passons un extrait de... D'après les récents, Cela provient du même reportage produit par 60 Minutes. C'est Jimmy Story, James Story, quelqu'un que nous connaissons bien à The Grey Zone, qui était le faux ambassadeur des États-Unis au Venezuela. Il était basé à Bogota. Et son travail consistait à coordonner avec les services de renseignement américains et à accueillir tous les dirigeants insurrectionnels et radicaux de l'opposition vénézuélienne, en les instrumentalisant essentiellement pour divers complots de coup d'État. Et le voilà, se faisant passer pour un diplomate et disant tout haut ce qu'il ne devrait pas à 60 Minutes. Un très mauvais acteur, assis sur les plus grandes réserves de pétrole connues au monde, ainsi que sur les minéraux essentiels qui alimenteront l'économie du XXIe siècle. Et il est de mèche avec nos concurrents stratégiques. Et comment a-t-il réussi à rester au pouvoir aussi longtemps? Je veux dire, soyons très clairs, il s'agit d'une organisation criminelle qui se fait passer pour un gouvernement. C'est un individu inculpé pour trafic de stupéfiants, qui commet des violations des droits humains, quelqu'un qui a utilisé l'appareil d'État pour emprisonner des gens, les torturer, les tuer. Attends, il a utilisé l'État pour emprisonner des gens? On ne fait pas ça en Amérique. Les gens vont en prison volontairement. Ils aiment ça là-bas. Et on n'a pas tant de monde en prison ici. Juste les Noirs. Mais eux, ça ne compte pas. que des responsables américains prétendent se soucier des droits humains a toujours été une plaisanterie. Mais surtout maintenant, après 2 ans de génocide à Gaza, je me demande, je ne pense pas que cela fonctionne encore comme avant avec les gens ordinaires, les normies. Je ne crois tout simplement pas que ce soit le cas, parce que comment peut-on même prononcer ces mots, droits humains, après avoir facilité un génocide que tout le monde a vu? Mais bon, au moins il l'a dit. Comme tu l'as dit, il a dit tout haut ce qui se disait tout bas. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, ainsi que des minéraux essentiels que nous voulons voler. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est un mauvais acteur, et il a du pétrole. Daniel Noboa, c'est un bon acteur qui inonde les États-Unis de cocaïne en tant que responsable du transport pour l'entreprise qui s'en charge. Et donc, nous allons lui accorder une aide. Javier Milei. C'est un bon acteur qui a dévalué le peso et laissé, 20% des Argentins au chômage. Nous allons lui donner 40 milliards de dollars en renflouement. On ne peut pas faire plus évident. C'est on ne peut plus évident, et c'est à peine mentionné ici. J'ai écouté le reportage de 60 minutes et je ne me souviens même pas s'ils en ont parlé, peut-être en passant, au mieux. Les sanctions imposées par les États-Unis, massivement renforcées par Trump lors de son premier mandat, ont littéralement décimé l'économie du Venezuela. Même The New York Times doit maintenant l'admettre, après l'avoir édulcoré. Détruire complètement l'économie du Venezuela a rendu la vie là-bas très difficile pour beaucoup de gens. Mais bien sûr, on ne peut même pas le reconnaître. Et dans la mesure où il parle des difficultés économiques du Venezuela, tout est ramené à la mauvaise gestion de Maduro. Tout le monde a participé à ce récit.
la mauvaise gestion de l'économie par Maduro. Sans mentionner que nous avons créé des sanctions destinées à détruire l'économie du Venezuela et que ces sanctions ont provoqué la migration, comme John Bolton l'a lui-même admis. John Bolton a reconnu après coup que oui, nous savions que les sanctions contre le Venezuela entraîneraient une migration. Nous pensions que cela en valait la peine parce que nous voulions renverser leur gouvernement. Ainsi, dans le cadre de cette opération de propagande, l'équipe de 60 Minutes s'est rendue sur un marché de Caracas et a demandé aux gens « Partirez-vous du Venezuela s'il y a une guerre et que nous renversons Maduro ?» Et ils montrent des personnes répondant « Non, je resterai ici, simplement pour essayer de convaincre Stephen Miller, qui est déjà d'accord, puisqu'il s'avère qu'il aime simplement torturer les personnes de couleur, et n'a en réalité aucun principe, que ce soit sur l'immigration ou autre. De croire qu'une guerre de changement de régime ne provoquerait pas une nouvelle vague de migration. Ce qui, enfin, vous savez, toujours eu raison. Quand il faisait campagne pour la guerre en Irak, pour la sale guerre en Syrie, qui a provoqué la plus grande vague de réfugiés vers l'Europe. On peut toujours leur faire confiance. Les médias américains sont toujours dignes de confiance, bien sûr. The US media should always be trusted here.